Fait que j'espère que vous allez venir par chez nous pour entendre ça. Viens que je te raconte. Dimanche, 21h, sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec notre conseiller financier Cédric Larigaldi qui est du retour à l'émission pour cette nouvelle saison et il sera question avec lui de financement. Je vais aussi m'entretenir avec Monsieur Dufresne du journal du magazine Le Droit Famille qui vient nous parler de la nouvelle, du nouveau numéro qui est sorti aujourd'hui officiellement. Et tout de suite pour commencer, je vais parler avec la députée provinciale d'Ottawa-Vanier, Lucille Collard. Et ça nous fait plaisir de vous parler ce matin, Madame Collard, parce que je sais que vous êtes assez occupée, mais de prendre le temps pour partager avec nous qu'est-ce qui se passe du côté de Vanier, on apprécie énormément. Et tout de suite, pour commencer, ma première question serait de savoir comment ça se passe de votre côté, du côté de Vanier, avec tout ce qu'on a vécu dernièrement. Ben, tout d'abord, je veux dire un beau bonjour, Claude Andrea, à toi ainsi qu'à tous vos auditeurs. Merci également de m'accueillir. C'est toujours un plaisir pour moi de rejoindre la communauté parce que justement, comme tu me le demandes, comment ça s'est passé dernièrement avec tout ce qui s'est passé, ben moi, j'ai été élue en début de pandémie. Alors, le défi s'est manifesté dès le début. Comment j'allais faire pour rejoindre tous les résidents d'Ottawa-Vanier alors qu'on pouvait pas sortir de chez nous, alors qu'il n'y avait plus d'événements auxquels je pouvais participer pour aller à la rencontre des gens. Alors, ça a été vraiment le défi pour moi, pour que les gens sachent en fait que moi, j'étais leur représentante au niveau provincial et que j'étais là pour les aider avec mon équipe. Alors, je me suis pris de différentes façons. Là. Je me suis alliée la collaboration de nos 3 conseillers municipaux d'Ottawa-Vanier, donc Mathieu Fleury, Tim Turney et Rawson King, et également de notre député fédéral. Et ensemble, on a travaillé pour justement assurer une meilleure communication, la meilleure communication possible à travers toutes sortes de plateformes, toutes sortes de réunions virtuelles et en se rencontrant nous-mêmes à toutes les semaines de façon presque infaillible pour échanger l'information des différents paliers gouvernementaux et aussi partager ce qu'on entendait dans la communauté. Et c'est ça que j'apprécie sur votre travail parce que je suis allée voir sur votre site web, c'est que vous trouvez les moyens, les voies et moyens pour rejoindre votre communauté. Vous avez parlé des réseaux sociaux. Là, je pense à Twitter. Vous utilisez beaucoup Twitter, Facebook, Instagram et même dans les emails que vous envoyez à chaque jour aux gens de votre communauté. J'ai lu les emails et puis c'est un peu comme si c'est une sœur, une amie qui nous parle dans le courriel. C'est pas strict, c'est vraiment familial vos écrits. Ben, j'aime ça que tu le dises comme ça parce que c'était vraiment mon but. Alors moi, je suis une personne de la communauté, j'habite ici, j'ai 4 enfants, ma mère, elle habite avec nous, j'ai un chien, un chat, un poisson, en tout cas. Je suis vraiment comme tout le monde, sauf que j'ai choisi cette vocation-là pour aider les gens. Pour moi, me sentir utile, c'est ce qui donne un sens à ma vie, puis pouvoir aider les gens, puis améliorer la vie des gens, c'est vraiment ce qui me motive. Je le faisais quand j'étais conseillère scolaire. Concentrée au niveau de l'éducation pour améliorer l'éducation en français. Maintenant, je le fais au niveau de toute la communauté et vraiment, ça me motive chaque jour. Je suis très emballée de faire cet emploi-là. On a envie de reparler un peu en quelques minutes avant notre première pause de la belle diversité que vous avez à Vanier. Je suis tellement contente là quand j'en parle. Moi aussi, puis je veux dire, j'étais au courant de cette diversité-là quand j'étais conseillère scolaire et présidente du conseil scolaire qui m'avait amenée dans des milieux autres que l'éducation aussi pour découvrir toute cette diversité-là qu'on a beaucoup dans nos écoles naturellement, mais on a une diversité à Ottawa-Vanier qui est à plusieurs niveaux. Premièrement, au niveau de la densité, la circonscription est faite qu'il y a des densités plus importantes si on va vers le centre-ville où il y a plus d'édifices
édifices à étages, alors que vers l'est de la ville, on est plus dans un domaine de banlieue. On a aussi une diversité au niveau socio-économique. On sait par exemple qu'à Vanier, la banque alimentaire est la banque alimentaire la plus sollicitée dans toute la province. Alors, ce qui manifeste vraiment le taux de pauvreté qui existe dans notre communauté. Ouais. Et de l'autre côté de la rue, pratiquement, on a la communauté de Rockcliffe qui est une des communautés les plus aisées à Ottawa. Alors, cette diversité-là, elle se manifeste aussi au niveau ethnoculturel. Et c'est là toute la richesse et toute la beauté que j'ai découverte. J'apprécie beaucoup d'avoir autant de gens issus de l'immigration qui apportent vraiment une perspective différente. Quand on discute des enjeux, je trouve qu'ils apportent des idées intéressantes et des solutions différentes à ce qu'on fait jusqu'à présent. En plus, naturellement, de toute la richesse culturelle au niveau des saveurs, au niveau des couleurs, au niveau de la culture, de la musique et des arts. Alors, je trouve qu'on a une communauté parce qu'elle n'est pas homogène, parce qu'elle est diverse. 15 secondes. Ben écoutez, ça passe tellement vite. Là, écoutez, je vais vous garder avec moi parce qu'on va prendre une petite pause. Et juste après la pause, puisqu'on est en pleine campagne électorale, on pourrait même discuter des enjeux de la circonscription d'Ottawa-Vanier. Je vous garde avec moi. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TVA Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Ignorer le racisme, c'est s'ignorer soi-même. En tant que Canadiens, nous dénigrons toute forme de racisme. En prônant l'acceptation culturelle, nous choisissons l'inclusion, promouvons l'égalité et célébrons la diversité. Choisissons la santé, pas la haine. Sur nos voies navigables, un décès sur 3 est causé par la navigation de plaisance avec les capacités affaiblies. Ne naviguez jamais si vos capacités sont affaiblies. À la prochaine émission, on cuisine le bibimbap. On parle de Corée du Sud avec mon invité, Philippe Sabourin. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je continue toujours ma discussion avec la députée de la circonscription d'Ottawa-Vanier, Mme Lucie Collard. Et on parlait avant la pause, en fait, du côté de l'immigration qui vient embellir un peu la circonscription d'Ottawa-Vanier. Et j'aime bien comment vous en parlez parce que l'immigration apporte de la saveur, de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. Et c'est ça que j'aime de votre côté, là, dans la circonscription d'Ottawa-Vanier. Parce que tout ça, ça amène en même temps un sentiment d'entraide, de partage. Mm-hmm. Oui, effectivement. Puis on l'a vu beaucoup pendant la pandémie, cette importance-là d'être solidaire entre nous. Puis les gens n'ont pas attendu qu'on vienne les chercher pour s'entraider. Il y a des gens qui appelaient mon bureau puis qui me disaient « Comment je peux aider? Moi, j'ai du temps, je peux pas travailler. Je le sais qu'il y en a des gens qui sont vulnérables dans notre communauté. Comment on peut faire pour les aider? » Alors moi, j'essaie de créer ces liens-là entre les communautés. Mais on a une communauté qui est tellement résiliente, avec des gens tellement généreux. Ça a été un des beaux côtés de la pandémie, je dirais, de découvrir ce beau côté-là de notre communauté. Et puis, quand on parle d'entraide, de partage et tout, ça inclut aussi la jeunesse, parce qu'il faut les travailler à entrer dans ce mouvement-là de partage, de l'esprit communautaire. Et je pense qu'en octobre, si je ne me trompe pas, il y a eu le Conseil de jeunesse provincial d'Ottawa-Vanier. C'était un nouveau projet, ça?
Oui, puis c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur de créer un conseil jeunesse justement pour avoir la perspective des jeunes. Je pense que c'est important en tant que politicien qu'on les écoute. On est en train de prendre des décisions qui vont affecter leur futur, leur société de demain. Alors moi, je trouvais ça vraiment important. Puis j'ai pu créer ce conseil jeunesse-là avec la collaboration, encore une fois, des conseillers municipaux qui étaient présents à toutes les réunions qu'on avait pour entendre également ces jeunes-là nous partager leurs perspectives, leurs idées, leurs aspirations, puis leurs craintes aussi qu'on se doit d'adresser. Oui, et puis en parlant de crainte, là, ça me fait tout de suite penser au côté sécuritaire, en fait. Parce qu'on sait que souvent, des gens ont on va dire des a priori par rapport à cette circonscription-là. Et je pense que beaucoup de travail est fait à ce niveau. Oui, il y a beaucoup de travail qui est fait, mais il y a beaucoup de travail encore à faire parce qu'on sait qu'on a beaucoup de communautés vulnérables. Puis je pense que la pandémie a vraiment mis en lumière, on l'a dit à plusieurs reprises, mais des problèmes systémiques qui existent dans nos communautés qu'on a besoin d'adresser. On n'a jamais autant parler, probablement à cause on est en pleine élection, là, mais de la nécessité d'une collaboration entre les différents paliers de gouvernement pour adresser les différents enjeux. Puis, il y en a plusieurs. Il y en a vraiment beaucoup d'enjeux. Puis, je peux te parler des enjeux, au niveau du logement abordable, au niveau des sans-abri, au niveau de la protection de nos personnes vulnérables, notamment ceux-là qui vivent avec un handicap, puis qui dépendent un peu de l'aide gouvernementale pour survivre. L'aide à nos aînés aussi, puis les personnes qui vivent en résidence de soins de longue durée. Également, ça, on le sait, on en a parlé beaucoup pendant la pandémie. Il y a également, toute la question de permettre à nos personnes aînées de vieillir dans la dignité. Il faut se donner ces moyens-là. Puis, on parlait de la jeunesse, puis moi, je trouve qu'il y a des beaux liens à faire entre la jeunesse puis nos personnes aînées. Oui. Puis, c'est probablement un lien dont on ne prend pas assez avantage. Naturellement, il y a la place des femmes, la place des francophones. Puis, je dois parler aussi de la pénurie des enseignants francophones qu'on a ici en Ontario. Et aussi, j'en ai parlé un peu, dans les résidences de soins de longue durée, on n'a pas assez de préposés aux bénéficiaires. Puis, c'est pour ça que je parle de collaboration. La collaboration entre les différents paliers de gouvernement, elle est importante sur tous ces enjeux-là. Et il y a seulement que si cette collaboration-là existe qu'on va pouvoir apporter des solutions durables et efficaces qui vont adresser vraiment ces enjeux-là au cœur là, des problèmes. Le logement, là, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Le logement, la santé, les personnes vulnérables. Et quand je parle de personnes vulnérables, je fais allusion aux personnes aînées et tout. C'est vraiment des sujets qui reviennent un peu très, très, très souvent. Et puisqu'on est en campagne électorale, là, est-ce que c'est vraiment... ces enjeux ont été pris en compte selon vous? Bien, moi, je pense que parce qu'on l'a apporté, les politiciens ont dû s'y adresser. Par contre, je pense pas qu'on est arrivé avec des solutions concrètes encore. Tout le monde dit qu'on s'en préoccupe, qu'on s'en occupe, puis qu'on va construire de nouveaux logements. Mais je pense que le problème est... au-delà de tout ça, il faut adresser le problème à la source. Et ça, c'est se donner les moyens pour tout le monde d'avoir un endroit qu'on peut appeler son chez-soi, parce que on peut pas contribuer activement à la vie économique, à la vie de tous les jours, à la vie familiale, si on n'a pas un endroit où habiter. Je pense que c'est l'endroit sécuritaire qui nous permet vraiment de planifier puis de contribuer. Alors, il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Puis, pour moi, c'est une préoccupation depuis le début où j'ai décidé de me présenter. J'en ai entendu beaucoup parler, mais j'avais pris un engagement aussi d'adresser ce problème-là qui est très présent dans notre communauté, et j'ai créé un groupe de travail en collaboration avec, encore une fois, les autres paliers de gouvernement, les conseillers municipaux, puis la députée fédérale, pour essayer de vraiment faire une grande consultation, d'identifier où sont les problèmes, puis de trouver des pistes de solutions. Et ça m'amène à travailler présentement sur un projet de loi privé que j'ai l'intention de déposer à Queen's Park, qui va justement suggérer des changements de politique qui vont permettre d'adresser ce problème-là. Alors, une grande préoccupation où j'ai passé beaucoup de temps et d'énergie en consultation, puis à élaborer des pistes de solutions, puis on verra où ça va nous mener. Mais j'ai espoir que en travaillant ensemble, on peut faire des progrès.
Et puis, la consultation, je pense que c'est la meilleure des affaires qui marche le mieux. Quand je parle de consultation, c'est pas seulement avec vos collègues, mais c'est aussi avec les gens de la communauté. Vous travaillez beaucoup avec ce format de consultation, là, si je peux le dire ainsi. Ça peut se voir sur votre site web. Maintenant que les consultations sont faites, qu'on a peut-être une ligne directrice de où est-ce qu'on s'en va avec les différents projets par rapport au logement et tout ce qu'on vient de discuter tantôt, comment ça va se planifier dans les prochaines semaines, même après les élections? Bien, je pense que c'est une question de donner la possibilité aux acteurs qui peuvent intervenir, qui peuvent agir, donc leur donner les possibilités de le faire. Puis quand je parle de ces acteurs-là, je parle au niveau des municipalités. Ils ont besoin du pouvoir, de pouvoir déterminer où ces logements abordables-là peuvent se construire, comment on s'assure qu'il y a un minimum de pourcentage de logements abordables qui sont construits. Puis ça implique aussi les promoteurs, les développeurs, eux, tu sais, qu'on voit souvent comme les gens qui sont là finalement pour faire un profit, puis pour lequel le logement abordable, c'est pas nécessairement une priorité. Alors, c'est important de les amener dans l'équation, puis de leur faire participer à la solution parce qu'ils font partie de la communauté. Ils sont des acteurs de la société qui peuvent faire une différence. Alors, moi, je mise beaucoup là-dessus, puis je les ai consultés, les développeurs aussi. Alors, pour essayer de voir comment on peut vous aider à nous aider, comment on peut vous inciter à contribuer à la solution. Et puis, moi, je pense que le partenariat entre le privé et le public, ça peut faire beaucoup de chemin. Oui, j'en ai vu des affaires comme ça dans la communauté qui fonctionnent bien. Il faut juste qu'ils comprennent le sens de votre action et puis je suis sûre qu'ils vont embarquer là. Bon, là, on est en septembre, Madame Collard. Le 25 septembre s'en vient pour bientôt, la fête du drapeau franco-ontarien. Comment vous pensez célébrer ça avec votre communauté d'Ottawa-Vanier? Bien, premièrement, je vais être à l'affût de tous les événements là, auxquels je pourrais participer. Normalement, en temps de non-pandémie, c'est une journée où on se promène de site à l'autre pour les levées de drapeau, pour aller chanter avec la communauté notre fière francophonie. Alors, j'ai espérance que, bon, étant donné qu'il y a un relâchement au niveau des restrictions, puis qu'on peut quand même se rassembler à l'extérieur, qu'il y aura des levées de drapeau où on pourra échanger entre francophones. C'est tellement un beau moment réconfortant d'être parmi la communauté francophone puis d'échanger avec notre langue de cœur. Et puis, c'est toujours très vibrant au niveau des sentiments. Puis, c'est quelque chose que auquel j'ai très hâte. Et avec les enfants dans les écoles, naturellement, il y a toujours beaucoup d'activités. C'est une belle journée de fierté, mais on porte nos couleurs. Puis, j'ai très hâte de vivre ça encore une fois. Je vous souhaite une bonne fête d'ici là. Et puis, j'aimerais bien ça vous réinviter sur l'émission pour parler encore de l'actualité de la circonscription d'Ottawa-Vanier. Je souhaite une bonne journée. Merci et ce sera avec un grand plaisir. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir plus d'informations, vous avez juste qu'à visiter le site web qui s'affiche à l'écran, www.lucillecollard.ca. C'est le site web de la députée. En deuxième invité aujourd'hui, c'est Monsieur Dufresne du magazine Le Droit Famille qui nous parle aujourd'hui du nouveau numéro, je pense qui a été officiel aujourd'hui, hein, Monsieur Dufresne? Samedi. Alors, tout ce qu'on se dit en ce moment, vous et moi, là, vous avez la primeur. On a la primeur, yeah! Alors, on voit en couverture déjà le groupe Protéine qui est vraiment très connu ici dans la région. Et ça a été eux qui ont été là pour l'entrevue intime de ce magazine-là. Pourquoi ce choix? Bien, effectivement, c'est un drôle de choix parce que normalement, l'entrevue intime, ça va être avec une personnalité en particulier. Et à un moment donné, on réfléchissait à ça, puis on se disait, mais Protéine, c'est une famille. D'une certaine façon, ce sont des membres. Vous avez là-dedans celui ou celle qui joue le rôle du père, de la mère. Vous avez les enfants un peu turbulents là-dedans. Ils sont ensemble et il y a des moments de l'année où ils passent littéralement plus de temps ensemble sur la route à faire des spectacles qu'auprès de leur propre famille. Alors, c'est une dynamique qui est intéressante de voir, OK, mais comment ces gens-là transposent, vous savez, la fameuse conciliation travail-famille. C'est un petit peu là-dessus qu'on est allé avec eux. On voulait moins regarder le phénomène de spectacle que la dynamique qu'il y a entre les gens entre les membres du groupe. Et puis, ce qui est tellement drôle, et puis moi, que j'ai trouvé amusant personnellement, c'est que l'entrevue intime avec Protéine, là, on a l'impression de les voir en spectacle, même dans les écrits, parce qu'on retranscrit exactement les mots que chacun disait pendant que vous posiez les questions. C'était trop drôle de les lire.
Oui, ben, on voit à l'écran, justement, dans la colonne de gauche, cette espèce d'échange. Et je voulais le mettre là parce qu'il faut vraiment savoir que ces gens-là mitraillent. Hein? Un parle, l'autre embarque. Et ça se succède très, très rapidement. Et si on les regarde comme une famille, de la façon surprenante, qui joue le rôle du père? Ben, le père... Dans ce cas-ci, ce serait probablement la seule femme du groupe qui est Nadia Campbell. Nadia se dit, ben c'est peut-être parce que comme femme, j'ai toujours eu à faire ma place, j'ai toujours eu à jouer du coude un peu, que j'ai ce côté un peu tomboy, one of the boys, si vous me passez l'expression anglaise, et c'est peut-être elle qui met son pied à terre et qui a un peu le rôle du traditionnel, on s'entend, du père. Alors que la mère, ce serait plutôt Vincent Poirier, parce que il est, de son propre aveu, il est ma mère. C'est le genre de personne qui veut voir à tous les détails. Puis soyez sûr d'apporter vos beaux pantalons là, pour le spectacle. Puis il va faire les petits rappels à chacun de ses collègues. Ces gens-là sont d'abord et avant tout, et ça m'a un petit peu surpris, c'est pas des gens qui ont dit « Hey, on est drôle, on devrait faire un groupe, on devrait essayer de faire de l'argent avec ça. » Ce sont d'abord et avant tout des amis d'université. Oui. Et lorsque les cours à l'université sont terminés, ils se sont dit « Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour rester en contact ensemble? » Et la solution qu'ils ont trouvée, puisque c'est ce qui les unissait aussi à l'université, c'était à travers l'improvisation. Mais d'abord et avant tout, ce sont des amis. Ensuite, ils se voient comme des artistes là, qui font de l'improvisation. Et comme je l'ai mentionné tantôt, ben c'est un petit peu difficile de concilier travail et famille quand tu pars en tournée pour un mois. Et quand ils ont commencé leur carrière, ils étaient très jeunes, ils n'avaient pas encore d'enfants. Depuis ce temps-là, ils sont en couple, ils ont des enfants. Alors, les réunions de production, ben, au lieu de se faire à 3 heures l'après-midi, on les fait à 8 heures le soir quand les enfants sont couchés. Au lieu de partir pendant un mois en tournée, on va partir 2-3 jours. Ou on va faire des spectacles où on sait qu'on revient à la maison le soir parce qu'on ne veut pas que la conjointe soit prise avec toutes les responsabilités de la famille. C'est fascinant de voir, mais on pourrait aller en détail, là, mais c'est fascinant de voir tout ce qu'on ne sait pas sur un groupe comme ça de l'arrière-scène. Par exemple, j'ai envie d'aborder avec vous très rapidement les sujets tabous. On sait que l'humour a changé beaucoup au cours des 10-12 dernières années. Les gens sont plus sensibles à certaines choses. Est-ce qu'il y a des sujets que des gens comme Improtéine, on sait que c'est un groupe d'humour, d'improvisation un petit peu irrévérencieux, on va dire les vraies affaires, là. Est-ce qu'il y a des sujets que même eux ne touchent pas? Eh bien, ils m'ont dit que oui, effectivement. La langue, entre autres, on s'est fait un petit peu taper sur les doigts chez Improtéine quand on parle de l'accent des Franco-Ontariens. On a dit, savez-vous, c'est une sensibilité chez les Franco-Ontariens, c'est un espèce de complexe, la langue. Voulez-vous arrêter de rire de la langue des Franco-Ontariens? Alors, on a tassé ça un petit peu. On m'a dit également que la guerre des conseils scolaires entre catholiques et publics, ils ont fait un numéro une fois là-dessus et ça a créé un certain tollé auprès des conseils en question. Alors, comme il y a une bonne partie de leur travail qui se font auprès des écoles, on a décidé de mettre la pédale douce un petit peu là-dessus. Moi, qu'est-ce que j'ai aimé aussi, après avoir parlé de leur expérience et tout, c'est le côté où comment eux-mêmes ils vivent leur cohabitation. Parce que laver son linge sale en famille, c'est un groupe de plus de 3 personnes. Déjà, à 2, là, on se marche sur les pieds, ça va pas. Donc, imaginez le groupe Improtéine, là, comment ils arrivent à laver le linge sale en famille. Et là, moi, j'ai trouvé leur réponse vraiment extraordinaire. Ils se disent les vraies affaires, mais dans l'humour. Oui, dans l'amour et dans l'humour, parce qu'il faut aimer l'autre personne pour être capable de lui adresser un reproche sans lui sauter au visage, même si des fois on dit, ben, tu n'as pas livré la marchandise et tout ça, mais par contre, il y en a, je pense que c'est Martin qui me disait, c'est pas fait pour les faibles, faut être capable, hein? L'ego en prend un coup quand on est sur scène, quand on fait des spectacles, il faut avoir un assez gros ego, une assez bonne estime de soi, et là, ben, les autres sont là avec leur humour, ils sont capables de développer un petit peu, là, fait que faut être fait fort. Et c'est drôle parce que je leur mentionnais, je dis, mais vous êtes des humoristes, vos enfants, est-ce qu'ils vous trouvent drôle? C'est drôle parce que nul n'est vraiment prophète en son pays parce que la plupart me disent, ben, plus ou moins, ils trouvent l'autre drôle, les autres membres, mais moi, ils ne me trouvent pas forcément drôle à la maison. Alors, moi, je vous invite à lire, parce qu'il y a encore bien d'autres détails dans l'article, on passe rapidement, mais cette entrevue intime avec les gens d'Improtéine. Mais en tout cas, les gens qui vont prendre le magazine ont vraiment envie de rire, là, c'est la meilleure des parties. C'est trop drôle de voir cette entrevue-là. Jean-Marc, je vais te garder avec moi, on va prendre une pause et juste après, on va parler de 2 autres sujets de ce magazine-là. Excellent. Vous restez aussi avec moi, s'il vous plaît. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
5 sous, argent reçu, j'ai pris un coup, j'ai fait de la culbute, j'ai perdu ma tuque. Oh yeah, yeah, ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Wouhou! Tout le monde! Wouhou! Wouhou! À pourquoi il faut vendre? À pourquoi il faut vendre? Pourquoi il faut vendre? Pourquoi il faut vendre? Le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours du nouveau numéro du magazine Le Droit Famille avec Monsieur Jean-Marc Dufresne. Et Jean-Marc, là, on va parler d'un sujet, d'un dossier, je vais dire, un dossier sur les aînés qui est assez intéressant. On parle de faillite. On n'y pense pas vraiment, mais je pense qu'ils sont en train de, comme on le dit en anglais, là, de struggle avec cette histoire. Ben, en fait, c'est troublant de savoir que l'image qu'on se fait des retraités aujourd'hui, à grand renfort de publicité un peu partout, on imagine le style de vie idyllique, le bateau à voile, et c'est ça. Et ça, c'est une minorité de la population. La réalité, c'est que de plus en plus de retraités font face à de sérieuses difficultés financières, au point de même contempler la faillite. Et c'est pas une invention qu'on fait, on le tient de bonnes sources. Dans nos entrevues, on a parlé, entre autres, avec les gens de la firme du syndic de faillite Ginsberg-Gingras, qui nous disent, écoutez, il y a deux catégories d'aînés, si vous voulez. La première catégorie, c'est les boomers, les gens dont la naissance est survenue dans l'après-guerre jusqu'au début des années 60. Ça, ce sont des gens qui, habituellement, ont eu des bons fonds de pension, des bons plans de retraite et tout ça. Mais leur problème à eux, c'est que rendu à la retraite, quand leur revenu diminue, souvent, ils ont de la difficulté à s'adapter à ce nouveau style de vie-là. Et ils refusent de réduire leurs dépenses. On veut continuer d'avoir la grosse maison, d'avoir le gros chalet, le gros bateau, le gros ci, le gros ça, voyager à tour de bras, mais ils n'ont plus les ressources financières qui suivent. Alors, on prend une carte de crédit, une deuxième, une troisième, et finalement, la quatrième sert à payer les dépenses courantes comme l'électricité et la nourriture. Et c'est dans ce temps-là qu'on se présente au syndic de faillite avec de sérieux problèmes qui font que souvent, on est obligé de repartir complètement à zéro. Heureusement, quand ça arrive, souvent, c'est une bonne leçon d'humilité et ces personnes-là réapprennent à vivre avec moins. Il faut s'en aller avec un contexte un petit peu plus réaliste. L'autre catégorie, ça, c'est troublant aussi, ce sont les aînés de plus de 70 ans. Les gens qui étaient là avant les boomers et qui ont des revenus très fixes, qui vivent souvent de la rente du Canada ou de revenus qui sont très, très limités et qui souvent ne sont pas indexés. Ou s'ils le sont, ils le sont très faiblement. Et quand on dit indexé, quand on vous donne une indexation de 1,5 % alors que le coût de la vie, on vient de le voir récemment, était de 4,2 % ça ne marche plus. Quand on voit les coûts de location et d'appartements qui passent de 1 300 à 2 500, 2 800, vos revenus ne suivent pas du tout. Ouais. On se retrouve avec des centres d'aide pour personnes âgées ou dans des endroits où on offre des logements à loyer modique avec des gens de 80, 82, 83 ans qui sont littéralement à la rue. Et qui ne peuvent pas trouver d'appartement parce que souvent, les propriétaires d'appartements disent « Excuse-moi, tu as 82, 83 ans, ton revenu est fixe. Tu ne seras pas capable d'endosser les prochaines augmentations qui vont arriver. » OK, mais je vais aller vivre où, moi? Ben, trouve-toi un autre place. Oui, mais ils font tous ça. Ils disent tous ça. Je vais rester où? Alors, ces gens-là sont dans la rue. Ce qu'il faut pour... Évidemment, ça va prendre des programmes d'habitation, d'accès à l'habitation. Ils sont dit depuis des années. Il va falloir rendre le logement abordable, percer cette espèce de bulle malsaine qu'on a en ce moment pour pouvoir subvenir aux besoins d'une partie de la population. L'autre partie de la population sont les gens qui, comme les boomers, doivent avoir de bonnes habitudes de vie. Vous savez, quand on dit prévoir la retraite, ça ne veut pas juste dire mettez de l'argent dans votre REER. Ça veut aussi dire commencez à penser à votre retraite. Qu'est-ce qu'elle va être, votre retraite? Quel genre de vie vous voulez avoir? Quel genre de revenus vous allez avoir? Et êtes-vous prêt, conscient, qu'il va peut-être falloir se limiter d'avoir une seule auto au lieu de 2 ou 3? Peut-être que vous allez devoir vendre la maison. Il faut avoir un regard
réaliste sur votre situation pour éviter la catastrophe et de tout perdre et de se retrouver en faillite, évidemment. C'est ça qui est important. Et puis, dans cette partie de ce dossier-là, il y a des outils, il y a des liens, il y a des numéros on peut avoir accès pour pouvoir peut-être essayer de s'ajuster. J'aime beaucoup ce dossier. On va passer au troisième sujet de ce matin, qui est un peu tabou, c'est le suicide assisté. Ça, c'est fascinant. C'est une primeur. Imaginez, on connaît déjà l'aide médicale à mourir, oui. Claude Andréa, mais imagine si on offrait l'aide médicale à mourir aux personnes suicidaires. Là, ben, les gens qui nous écoutent vont tomber en bas de leur chaise. C'est pas un clown qui nous arrive avec ça, c'est quand même un professeur de l'Université d'Ottawa qui dit, écoutez bien, il va même plus loin que ça. Et il dit, écoutez, on a mis des milliards de dollars au fil des ans dans des programmes pour contrer le suicide et les statistiques le démontrent, là, ça change rien. Ça change pas grand-chose. On a toujours des taux de suicide qui sont élevés, donc ces campagnes-là, visiblement, ne vont pas rejoindre les gens qui en ont le plus besoin. Alors, il s'est dit, si on changeait notre approche, si on avait fait fausse route tout ce temps-là, si on arrivait avec une approche qui serait peut-être un peu calquée de quelque chose qui existe déjà. Par exemple, l'assistance qu'on va porter aux gens qui sont en train de se questionner sur leur genre, leur sexualité, les transgenres, les transsexuels. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? On ne les embarque pas dans une démarche qui va automatiquement mener à un changement de genre ou un changement de sexe. On les embarque dans une démarche qui va leur amener de l'information, différentes solutions, des appuis, une assistance psychologique si nécessaire, une assistance médicale si nécessaire. Et si la personne se maintient dans son besoin de changer de genre, eh bien, elle va avoir ultimement l'opération. C'est un peu ça que le professeur veut faire avec cette approche-là en disant, écoutez, si on appuyait, si on encadrait les gens suicidaires dans une démarche, il y a bien des chances qu'on en sauverait beaucoup plus parce qu'ils obtiendraient de l'aide, parce qu'en non pas, puisque la plupart des gens qui songent au suicide n'en parlent pas autour d'eux. Définitivement. Évidemment, vous allez penser que... Et puis là, je veux parler d'un passage de cette partie du magazine là, qui dit que la prévention du suicide ne fonctionne pas. J'étais un peu étonnée de lire ça, mais en écoutant, en lisant, qu'est-ce que monsieur Baril, le professeur Baril disait dans cette entrevue, je me suis dit, mais il a raison en fait. Bien, en fait, que lui le dise, c'est une chose. Mais si on prenait ces déclarations et qu'on allait les valider auprès de l'association, une association pour la prévention du suicide, il y en existe une au Québec, et je leur ai présenté ça, je leur ai dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et les autres, à ma grande surprise, ils ont dit, ben écoutez, c'est pas faux. À la base, le raisonnement qu'ils proposent peut fonctionner. Par contre, il y a évidemment, selon eux, beaucoup d'autres stratégies à mettre en place avant d'en arriver là. Mais le constat qu'il fait, c'est que effectivement, on a mis beaucoup d'argent et le suicide reste encore une porte de sortie privilégiée par trop de gens. Oui. Il y a fort à parier, cependant, qu'il y aurait une divergence un petit peu. Parce que, vous savez, quand M. Barry, le professeur de l'Université d'Ottawa, nous dit ce que ça apporterait, entre autres, c'est que ça enlèverait l'élément violent du suicide. Vous savez qu'il y a des gens qui mettent fin à leur jour, souvent c'est par arme à feu ou par la pendaison, des moyens violents. Et si ces étaient accompagnés médicalement, ça se ferait dans un contexte où ils seraient entourés de leurs proches et ce serait une mort assistée médicalement, donc quelque chose de beaucoup plus douce. Là où l'Association québécoise pour la prévention du suicide s'inscrit en faux, c'est qu'ils disent, écoutez bien, là, il y a fort à parier qu'il y a une personne qui s'engagerait dans un processus de fin de vie qui serait confrontée à l'incompréhension de ses proches, au refus de ses proches d'accepter ça, probablement que ça ferait de la chicane, ça serait encore pire comme poids pour cette personne-là. Si cette personne-là se fait refuser l'aide médicale à mourir, elle pourrait envisager le suicide en réaction pareille. Alors, on serait peut-être juste loin là, d'une image idyllique de la fin de vie que présente le professeur Barry dans son étude présentement. Un très beau dossier, en tout cas. Et puis, pour terminer, il nous reste 2 minutes. Il paraît qu'il y a une nouvelle chronique dans le droit famille de ce mois. Oui, je ne sais pas si vous connaissez Miss Erotica. Miss Erotica, c'est une personne qui est très proche de vous. Hein, et elle fait une chronique maintenant où elle nous parle, dans ce premier volet du mois de septembre, elle nous parle de la première fois, la première relation sexuelle des ados et comment aborder cette question-là avec les adolescents. C'est une personne... plutôt proche de vous, Claude Andréa, qui a écrit cette chronique-là, si j'ai bien compris. Hein? Oui, effectivement. Je pense que c'est le 2e chapeau que je porte souvent.
Miss Érotica. Alors, cette nouvelle avenue est toute à votre honneur parce que dans cette chronique-là, si le titre Miss Érotica semble un petit peu olé-olé peut-être, il faut savoir pour les parents, ce sera toujours des sujets qui seront abordés avec respect et qui vont se baser beaucoup sur la communication, la relation de couple et dans le but, évidemment, de ramener l'amour, ramener un petit peu l'étincelle dans le couple. Mais il n'y a pas que le couple, comme on le voit dans l'édition de septembre, on aborde aussi des questions qui concernent la famille et ça, vous le faites de très belle façon. Merci beaucoup, Monsieur Dufresne, pour l'opportunité surtout. Et puis, j'espère que les gens apprécieront de lire tout le magazine en entier. Vous avez de très beaux sujets pour ce mois. Merci encore et on se voit une prochaine fois. Au plaisir, ce sera dans le quotidien Le Droit demain et également en version numérique au cours de la journée demain. Super. Au revoir et puis bonne chance pour ce numéro. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, pour vous procurer le nouveau numéro du droit famille, ça sera au www.ledroit.com. On va prendre une toute petite pause et juste après, on parle avec notre conseiller financier, Cédric Larigaldi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Oui, je l'aurai, quoi qu'il m'en coûte. Verse-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Mais par avant que l'on m'y couche, versez-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, notre conseiller financier Cédric Larigaldi qui est de retour pour une nouvelle saison. Allô Cédric. Tout de suite pour commencer, Claude, là, on va essayer de refaire nos cours avec toi pour te demander à quoi sert un agent financier? Très bonne question. On voit depuis plusieurs années des plateformes appelées agents financiers robots ou robot advisor, où là tu peux faire tes investissements tout seul, ce qui est très bien pour une première étape, apprendre à gérer ses investissements, comprendre ce que veut dire les marchés. Cependant, on s'aperçoit depuis plusieurs mois, dû probablement à la Covid, on a beaucoup de gens qui nous ont contactés parce qu'il leur manque un outil. Et l'outil, c'est le suivi, l'analyse, le questionnement. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que ce que je fais, c'est bien ou pas? Et je dirais que c'est assez similaire avec l'ouverture des pharmacies. Donc aujourd'hui, si on a un petit mal de gorge, on ne va pas forcément aller voir un médecin. Un petit mal de tête, un petit mal de ventre, on va faire de l'automédication qui marche très bien pour les petits bobos. Cependant, lorsqu'on a des choses plus importantes à gérer, rien ne vaut un médecin, soit qui nous disent et nous rassurent, vous inquiétez pas, c'est normal. Vous avez mal au ventre, vous avez un gros ventre, vous êtes enceinte, félicitations. Donc il n'y a rien d'anormal à ça. Ou à l'inverse, non, on a des choses plus importantes à vérifier. Je dirais que le planificateur, donc l'agent financier, il est là pour voir la situation en entière et pas juste de voir un produit avec un rendement important ou pas.
Et puis, moi, je vais venir avec un point que je suis sûre que tu vas essayer de développer. Qu'est-ce que je vais dire? C'est que sur les différents réseaux sociaux, sur les plateformes, on va parler, par exemple, des moteurs de recherche comme Google. Si je fais une recherche sur, par exemple, comment gérer mes ressources, comment organiser mon argent pour les prochains 12 mois, je vais avoir des ressources sur Internet. Et souvent, je me dis, avec ce genre de ressources-là, beaucoup de personnes pourraient penser, OK, j'ai ce qu'il me faut sur Internet. Je n'ai pas vraiment besoin de dealer avec quelqu'un en vrai. Est-ce que c'est suffisant selon toi? Alors, c'est toujours les deux côtés d'une pièce. Donc, Internet est excellent. On n'a plus besoin d'aller en bibliothèque, on n'a plus besoin d'avoir 26 encyclopédies pour les gens qui sont des années 80, qui ont été à l'université, ils savent de quoi je parle. Aujourd'hui, tu fais ta recherche. L'inconvénient, c'est qu'on a énormément d'informations. Et comment on sait quelle est la bonne et la mauvaise. Donc, comme on dit en anglais, you don't know what you don't know. Donc, vous ne savez pas ce que vous ne connaissez pas. Et il y a certaines fois, par exemple, tout simplement, on a des clients qui ont un groupe bénéfice, donc qui protègent lorsque vous allez voir le médecin, changement de lunettes, protection dentaire. Mais ils ont probablement, ça peut arriver, des lacunes à l'intérieur de cette protection, où ils pensent peut-être qu'ils sont protégés de telle façon, alors qu'ils ne le sont pas. Donc nous, la première chose qu'on fait, on ouvre ce petit fascicule, on va voir en ligne, et puis, OK, vous avez un groupe bénéfice, c'est très bien, tant mieux pour vous, mais ça veut dire quoi? Tous les groupes bénéfices sont différents. Il y en a certains qui ont des avantages, d'autres des inconvénients. Donc, le but d'un agent financier, c'est d'aller vérifier que, ah mais mince, maintenant je suis malade aujourd'hui, je pensais que j'étais protégé pour telle et telle chose. Dans certains cas, oui, dans certains cas, non. Et si c'est le cas qu'il manque des choses, le travail de l'agent financier en disant, est-ce que vous savez que vous n'avez pas cette protection? Oui, je le sais. Ok, mais pour l'instant, j'ai mon épouse qui est encore à l'université. Moi, je viens juste de commencer à travailler à mi-temps. J'ai pas les moyens d'avoir une meilleure protection. Pas de problème. Au moins, vous le savez. Et puis, quand le budget ira mieux, que les deux personnes seront peut-être à plein temps, alors là, on peut travailler sur le budget en disant, bah, vous vous rappelez, il y a 2-3 ans, on a vu qu'il manque quelque chose. Le but, c'est de... encore une fois, on compare pas, ok, j'ai mon CELI, je veux avoir le moins de frais possible pour avoir un meilleur rendement, et la full planification. En sachant qu'en plus, on s'aperçoit de plus en plus moi j'avais ma maman qui disait tout ce qui est gratuit coûte cher. J'ai mis très longtemps à comprendre ce que ça voulait dire, parce que si c'est gratuit, comment ça coûte cher? Bon, on sait que certaines plateformes ont des très bons rendements, mais certaines ne l'ont pas. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est moins cher qu'on a plus. Sans en mentionner aucune, là, je suis très d'accord avec toi. Ouais. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs sachent que moins on paye, moins on reçoit. Donc, c'est toujours, il y a une analyse profonde à faire. Il y a besoin d'un peu de tout. Nous, on a des jeunes clients qui commencent à ouvrir leur CELI. Ils vont sur ces plateformes-là. Ils aiment ça. Ils ont tout sur leur téléphone. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir tout sur notre téléphone. C'est facile. Ça permet d'avoir une première vision de ce qu'a veut dire un investissement, comprendre les hausses et les baisses. C'est sûr que l'année 2020-2021 n'a pas été dans un sens un bon indicateur de la réalité. Pourquoi? Les marchés de 2020 ont mis 36 mois à revenir suite à en 2000, pardon. Les marchés de 2000 ont mis 36 mois à revenir lorsqu'il y a eu le crash en 2000. Les crashs de 2008, on a mis un peu plus de 2 ans à revenir. Le crash de mars 2020, on a mis 6 mois. Donc, quelqu'un qui aura mis de l'argent après le mois de mars 2020, les marchés, ils sont comme ça. Ils sont en hausse complète. Donc, n'importe qui, même en faisant des erreurs, vous auriez fait de l'argent. Donc, quelqu'un qui dit, moi, j'ai pas besoin. Oui, c'est vrai. Mais quelqu'un qui est jamais en mauvaise santé, il se dit, j'ai pas besoin d'aller voir un médecin. Mais c'est quand vous êtes en bonne santé qu'il faut aller voir un médecin. Pour être sûr que vous restez en bonne santé. C'est pas le moment où vous dites, j'ai mal partout que je dois y aller. Donc, je pense que la partie éducation est également très importante. Autre que le produit, l'agent financier a 2 grosses compétences que n'aura pas la plateforme, qui est une compétence juridique
et une compétence fiscale. Alors, il ne va pas remplacer un comptable et il ne va pas remplacer un avocat. Cependant, il a des notions importantes en disant « Oh là là, mais si vous faites ça, sachez qu'il va y avoir des répercussions au niveau juridique. Voilà les 3-4 points qu'il faudrait revoir. Et si vous n'en êtes pas sûr, allons chercher un avocat. Vous avez déjà un avocat? Parfait. Ramenez votre avocat lors du prochain interview, lors de notre prochaine réunion. Et ah oui, l'avocat va dire « Ah oui, attention, si vous faites ça, voilà les implications. » Si le client est d'accord avec les implications, il n'y a pas de problème. Et bien sûr, la même chose au niveau fiscal, parce qu'il y a des implications fiscales et souvent les gens ne le savent pas quelles sont ces implications fiscales. Écoute, je vais te garder avec moi, on va prendre une pause et juste après, je pense qu'on va parler d'investissement, mais aussi de planification, ce que beaucoup n'ont pas, y compris moi. On va prendre une pause. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. L'océan à l'autre, de la plaine jusqu'à la côte, au-delà des frontières, de la langue de ma grand-mère, de l'océan à l'autre, de la plaine jusqu'à la survécu à la mer et les chants de mon grand-père, au large des prairies, quelques nuages d'Acadie, la brise de la mer, la couleur de ma De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec notre conseiller financier Cédric Larigaldi. Et puis là, tu nous faisais notre éducation sur le pourquoi d'avoir un agent financier. On en a parlé avant la pause. Mais moi, la question que je voulais te poser avant de parler de planification et d'investissement, c'était de savoir comment on choisit notre agent financier. Parce que l'argent, là, c'est un sujet assez sensible. Et puis, on ne fait pas confiance aux gens facilement avec ça. Je pense que la première chose la plus importante, c'est demander autour de soi. Donc, on le voit partout sur les réseaux sociaux régulièrement. Je viens d'arriver dans tel quartier, est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer un agent financier, un plombier, un coiffeur, un garage? Et puis, faites votre shopping. La partie la plus importante, je pense, c'est comment vous vous sentez humainement parlant. Parce que la partie produit est importante, bien sûr, mais il faut que vous vous sentiez que, la personne vous écoute, comprend votre situation, vous pose les bonnes questions et pas juste dire « Ouais, bah écoutez, on va faire ça, ça va être super. » Non, mais attendez, moi, j'ai pas compris. « Ouais, non, c'est pas très compliqué, vous allez voir. » Non, la partie humaine est probablement la partie la plus importante. Un peu d'ailleurs quand tu parles de sujets plus sensibles, comme tu disais sur la sexualité, les choses, la plus importante, c'est la communication. Une fois que la communication va bien, on peut parler de sujets plus sensibles qui peut être qu'est-ce qui se passe le moment d'un décès, pour des parents qui sont plus âgés, est-ce que vous voulez donner des legs à vos enfants? On parle de situations qui sont quoi? Vous voulez déjà m'enterrer et tout? Non, sachez que si vous faites telle et telle chose, il y a des avantages au niveau de la fiscalité par exemple, d'autres inconvénients, etc. Donc, je pense que le plus important, c'est la communication, trouver la personne avec qui vous sentez que le feeling va le mieux. Et puis là, ça nous envoie, puisque tu as pris quelques exemples, là, ça nous envoie directement dans la thématique de la planification, de comment c'est important de planifier. Puis j'ai quelques questions pour toi à ce propos.
Ben, je t'écoute, vas-y, en avant. Première question, à quel moment on pourrait commencer à se dire, OK, moi, là, il faut que je me pose et que je commence à planifier mes sous pour, je sais pas, pour les 20 ans à venir, 30 ans à venir? Parce que j'ai l'impression que surtout les gens de notre génération, la planification pour nous, ça veut seulement dire planifier pour les 5 ans, pour les 10 ans, parce qu'on a un projet, parce qu'on veut s'acheter une maison. Et puis après ça, là, j'ai l'impression qu'on s'en fout de qu'est-ce qui vient après. C'est une bonne question. Alors, il y a deux choses. Un, si on parle à partir de quand on commence à investir des choses comme ça, je dirais le premier moment où vous avez un $10 et que vous avez 10 ans, il faut que vous disiez à votre enfant, tu as un $10, bah, tu vas t'acheter des bonbons ou ce que tu veux avec ton $5 et l'autre, on le met dans un petit pot. OK. Donc, le plus jeune âge, de faire comprendre, c'est l'important de garder un petit peu d'argent. Pourquoi? Parce que sinon, si vous gagnez votre $10 et puis que vous allez le dépenser, vous donnez $10 à quelqu'un. Mais vous n'avez plus rien. Ouais. Vous ne vous payez pas vous-même. Donc ça, c'est important. Ensuite, à partir du moment où vous allez travailler avec un agent financier, que ce soit avec n'importe quelle institution financière, il y a une grande chance que vous ne vous arrêtez pas. Parce que si aujourd'hui, votre but premier, c'est d'acheter une maison, la deuxième chose, ça va être, par exemple, l'accélération de votre prêt hypothécaire. La troisième chose, ça va être les rénovations. La quatrième chose, ça va être partir en vacances. Il y aura toujours quelque chose. C'est un peu comme une bucket list. Une bucket list, c'est jamais vide. Vous dites, OK, mon but, c'est de faire du parachute. Je voudrais faire du parachutisme. Le jour où c'est fait, bah, vous allez rajouter autre chose. Ah, j'aimerais voyager à Paris. Une fois que c'est fait, il y a toujours quelque chose. Donc, nous, avec nos clients, le bucket list n'est jamais arrêté. C'est vrai que quand on parle après de retraite, plus tôt on en parle, mieux c'est, parce que ça permet justement d'éduquer nos clients. Je dirais qu'une vingtaine d'années, trentaine d'années, on est bien. S'il reste 5 ans et puis que vous n'avez pas économisé et puis que vous voulez partir en retraite dans 5 ans, ça va être compliqué parce que là, bah, on fait quoi? On a plus de lassitude, par exemple. Et puis quand tu parles de retraite, ça me fait penser à mon invité précédent qui parlait d'un dossier dans son article sur les aînés. 5 ans avant la retraite, là, c'est pas réaliste. Et puis, il mentionnait aussi le fait que quand on planifie, il faut être réaliste dans qu'est-ce qu'on fait. L'avantage des réseaux sociaux, c'est de trouver les informations. L'inconvénient, c'est de se comparer. Donc, on a l'impression qu'on a... Non, mais c'est vrai. C'est pour ça que nos jeunes ont des problèmes de santé mentale. On n'a jamais le meilleur chien, on n'a jamais la meilleure piscine, notre voiture n'est pas belle, parce qu'on n'arrête pas de se comparer. On est d'accord? Le but, c'est quoi que moi j'ai envie? On a peut-être envie juste d'être tranquille, à regarder les voitures passer, peindre dans son jardin, regarder les oiseaux manger dans une mangeoire. Vous n'avez pas besoin de $100 000 de revenus par an pour ça. À l'inverse, non, moi, j'ai dans ma bucket list, j'ai un truc, je voudrais faire un beau voyage en Europe avec mon époux ou mon épouse, et puis c'est tout, c'est un de mes trucs. OK, bah on va planifier juste une chose. Donc, il faut être réaliste, c'est clair. Moi, par exemple, je vous donne mon exemple. Mes REER, je les ai commencés à 40 ans. Pourquoi? Parce que je suis arrivé à 38 ans au Canada. OK. On n'a pas de REER en France. OK. Donc, est-ce que, aïe, c'est fini, j'aurai plus jamais de retraite parce que j'ai commencé tard, c'est fini, j'aurai jamais... Non, ma retraite va être différente de quelqu'un d'autre. Elle va avoir des avantages et des inconvénients. Mais c'est comme ça, ma situation, c'est je suis un immigré. Alors oui, c'est vrai que j'ai l'avantage d'avoir une éducation, d'être français, comparé à des pays où c'est plus compliqué, les barrières de la langue, des choses. Donc il faut pouvoir les aider également et les éduquer pour qu'ils arrivent à rentrer dans le système, pour qu'eux puissent arriver à subvenir à leurs propres besoins. Mais c'est important de se dire, OK, j'ai peut-être besoin juste de 25 000 par an. Et dans ces cas-là, bah, j'ai peut-être pas besoin d'un 2 millions dans mon compte en banque à 62 ans ou 65 ans. Ça enlève tellement de pression sur les épaules des gens, là, parce que quand tu planifies, tu sais exactement où est-ce que tu t'en vas, tu sais exactement qu'est-ce que tu dois mettre de côté. Quand tu en parles, là, ça me fait rire parce que je suis tout le temps, bon, moi, personnellement, tout le temps en train de planifier de grosses affaires. OK, je veux faire ça, je mets les sous pour ça. Quand c'est fini, ben, je me retrouve avec plus rien. Parce qu'en fait, j'ai pas planifié long terme, mais court terme. Là, il va nous rester 1 minute.
c'est important d'avoir, même si vous avez des petits bucket list du style « je veux partir en vacances, je veux faire des rénovations », il y a toujours quand même une ligne de temps qui est la même et celle-ci doit avoir une vision à plus long terme, 10 ans et plus. Et puis on a toujours notre coussin. Si il se passe quelque chose entre-temps et que vous avez plus de sous, comme vous dites, s'il y a besoin de réparer un frigo, une voiture ou quelqu'un dans la famille qui a besoin d'argent, on a besoin d'avoir toujours un petit coussin. Donc oui, c'est important d'avoir du court terme et du long terme. On va inviter les gens qui nous regardent en ce moment à aller visiter ton site web www.aspirewealth.ca pour avoir peut-être un contact avec toi. Mais moi, je vais te garder avec moi. J'ai une dernière question avant la fin de l'émission. Et puis, nous, on revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Prochaine émission de Passeport 1225, nous accueillons Marie-Élisabeth Lévesque, une planificatrice d'événements, qui nous informe des activités régionales qui pourraient vous intéresser. Ensuite, nous écoutons quelques reportages des étudiants en journalisme à la Cité. Soyez des nôtres. Passeport 1225, lundi 17h30 sur TV Rogers. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Je m'appelle Mathieu et j'ai une amputation au pied droit. Un jour, Mathieu s'amusait à l'extérieur et a glissé derrière un tracteur de pelouse qui reculait. Les lames du tracteur lui ont coupé une partie du pied. Mathieu est maintenant ambassadeur de la prudence pour l'Association des amputés de guerre. Il incite les enfants à repérer les dangers avant de commencer à jouer. J'ai un message très important pour tous les enfants. Jouez prudemment. À notre prochaine émission, nous allons recevoir Diego Elizondo, activiste passionné de l'histoire franco-ontarienne. Il va nous parler de son parcours. C'est un rendez-vous. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec notre conseiller financier Cédric Larigaldi. Et Cédric, moi, ma question, c'est de savoir comment ça se passe, les différentes étapes pour pouvoir travailler avec toi en quelques 45 secondes. 45 secondes. Nous, on a 5 étapes pour introduire nos clients. Et l'étape numéro 1, qui est la plus importante, c'est, comme je te disais, de se connaître. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Est-ce que notre organisation en tant qu'entreprise, c'est ce qu'il vous faut ou pas? On a une équipe de 4 personnes ici. Donc l'étape numéro 1, c'est un petit coup de fil, un Zoom, un meeting, un café. Un café. OK, si c'est possible. Un meeting aussi virtuel, c'est possible. Mais bien sûr. Merci beaucoup, Cédric. Je te souhaite un excellent week-end. Et puis, il ne faudrait pas oublier que les gens peuvent t'envoyer directement des questions à cédric@aspirewealth.ca pour nos prochaines chroniques. Bonne saison à nous deux. On se revoit une prochaine fois. Eh oui. Félicitations pour toutes tes entrevues. Merci. Et à très bientôt. Bye bye. Salut Claude Andrea. Alors moi, je vous souhaite un excellent week-end à vous qui nous regardez en ce moment. Je vous souhaite de passer du bon temps en famille. Nous, on sera de retour le lundi à partir de 11h pour 1 heure encore d'émission avec des invités spéciaux. On se voit lundi alors. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon mari est un homme et un père formidables lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider.
1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.